Voilà, merci de décider de poursuivre la conversation que vous aviez un peu plus tard. Je suis très heureux, mon nom est Jean-Louis Roy, je suis le président directeur général de BANQ. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette maison. I would like to say to those who came from abroad, from Asia, from Africa, from the rest of Canada, from the United States, from all over the world, that we're very pleased to have you with us today on this very, very significant subject. C'est un grand sujet que vous abordez. C'est le sujet, dans le fond, si on va plus loin que simplement l'événementiel, c'est la question de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Qu'est-ce que c'est? Et en venant vous rencontrer ce matin, je me posais la question suivante. Si je demandais à un jeune asiatique de 20 ans, un jeune chinois de 20 ans, scolarisé, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce qu'il connaît de l'histoire du monde? C'est quoi ses valeurs? Ça vient d'où pour lui? Et si je posais la même question à un jeune Africain, et si je posais la même question à un jeune Canadien, et que je les mettais tous les trois ensemble, et que je leur demandais, qu'est-ce que vous avez en commun? Qu'est-ce qu'est la vérité pour chacun de vous? Qu'est-ce qu'est la vérité pour vous trois? Je crois que c'est un immense sujet, et ceux qui ont suivi l'élection du Brésil, l'élection qui vient d'avoir lieu au Brésil, les médias sociaux autour de cette élection, savent jusqu'à quelle profondeur d'ignominie on peut aller en traitant des personnes, en traitant des rapports entre les personnes, en traitant de la vie commune, de la vie en société, de la vie politique, etc. Moi, je crois, puisqu'on est ici autour de l'éducation aussi, je crois que l'examen que vous faites est très local et très global en même temps. Ça se pose chez nous, ça se pose dans nos villes, ça se pose à Toronto, à Winnipeg, à Montréal, à Québec, ça se pose dans notre pays, mais ça se pose dans le monde entier. Mais se pose dans le monde entier une autre question qui enveloppe celle des fake news. Je crois qu'il faut vraiment prendre conscience qu'on ne peut pas parler des fake news sans se dire que la révision qu'on a à faire, elle est beaucoup plus vaste que la nouvelle d'hier soir, que la nouvelle de la semaine dernière. Ce qui est en train de se passer dans le monde, je ne suis pas sûr que nos enfants dans les écoles l'apprennent vraiment. Ce n'est pas un changement historique, un peu lent, l'évolution normale des choses. Il y a eu un basculement de la richesse de l'ouest du monde vers le sud et l'est du monde. La Chine est maintenant le centre virtuel de beaucoup de choses, y compris de l'intelligence artificielle. On ne peut pas faire abstraction du basculement de la richesse. Deuxièmement, il y a le déploiement universel de l'ère numérique. Vous êtes un paysan vietnamien, vous êtes un agriculteur au Pérou, vous êtes un fermier au Mali, vous avez un téléphone portable. Et puis vous suivez les choses du monde et les choses qui vous intéressent, vous, par rapport à votre production, mais plus largement. Et puis il y a un immense enrichissement démographique de la Terre, de la famille humaine. 2,4 milliards de personnes vont naître dans les 20 prochaines années, la moitié en Asie, la moitié en Afrique. La population africaine va passer de 1,4 à 2,6 milliards de personnes. Une personne humaine sur 4 va être africaine. Alors, il faut revoir un peu le fond de scène de notre appréciation des choses du monde. Et quand on dit l'Occident, ça va mal, les États-Unis, je ne vais pas parler du président des États-Unis à 8h30 le matin, c'est un sujet trop lourd. Ça va mal, l'Europe, le nationalisme un peu partout. C'est la réaction de l'Occident après 3-4 siècles de domination du monde, tout à coup. L'Occident ne disparaît pas, mais sa position dans le grand jeu est en train de changer radicalement. Et c'est compliqué à absorber, et c'est compliqué à accepter. Et il y a des victimes de ça, il y a des gens plus mal pris qui ont élu le personnage que je viens d'évoquer. Et puis, il y a la revision de l'histoire aussi. Le grand sujet aujourd'hui en France, le grand débat des intellectuels français, quand ils n'ont pas de débat, ils en créent. Mais là, c'est autour d'un livre. C'est autour d'un livre
qui montre 100 photos de 100 femmes africaines durant la colonisation. Comment l'espace colonial était un jardin pour les prédateurs sexuels, pour toutes les violences sexuelles, etc. Et il y a un tel débat autour du livre, beaucoup de gens disent jamais on aurait dû publier ces photos-là, tant elles sont dégradées, dégradantes. Mais voilà le traitement que les gens subissaient. Pour revoir aussi qui a fait l'histoire, qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants, etc., dans la grande histoire qu'on leur raconte par rapport, je reviens à mes trois amis tantôt, du jeune Chinois, du jeune Africain, du jeune Canadien, qu'est-ce qu'on sait du monde vraiment? Il y a de vraies revisions si on s'intéresse vraiment à la vérité. Et c'est très curieux, au moment où, en France, on débat de cette question, comment on a, d'une façon, d'une vulgarité, d'une grossièreté, d'une indécence, d'une impudeur, d'une inhumanité absolue, traité les femmes noires durant la colonisation. Au même moment paraissait un livre aux États-Unis. Je voudrais vous lire une phrase de Toni Morrison, que vous connaissez, et qui dit, pensez à ce que je viens de vous dire sur l'Afrique, dans son livre « L'origine des autres ». Les femmes qui tuaient leurs enfants aux États-Unis le tuaient pourquoi? Elle parle des femmes noires, évidemment. Elles les tuaient parce qu'elles ne voulaient pas qu'elles soient témoins de leur souffrance, et notamment du traitement sexuel qu'elles recevaient. C'est vaste, la vérité. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Et moi, des fois, j'ai envie d'être assez sévère pour les journalistes. Bon, on sait bien, vous l'avez dit hier, on me l'a rapporté en tout cas, les journalistes, c'est compliqué, les modèles d'entreprise, etc., etc. Est-ce qu'il est nécessaire qu'on humilie à ce point des journalistes pour demander à la même personne, dans la même demi-heure, de traiter de Céline Dion, de la révolution agraire en Afrique du Sud, de l'élection au Brésil et du feu en Californie? Qui va croire ce journaliste-là? Les journalistes doivent se défendre par rapport à ce qu'on leur demande de devenir. Ça n'a pas de sens. Où sont les syndicats de journalistes? Où est la réflexion dans la profession pour que ce genre de situation ne se produise plus jamais? La façon dont on traite les gens chargés des médias, à mon avis, a besoin d'être vue radicalement. Et les journalistes doivent refuser de faire certaines choses qu'on leur demande de faire et qu'on voit tous les jours et qui sont à la limite de l'acceptable. C'est aussi les directions des médias qui ont finalement fait que la politique est devenue une branche de l'industrie du divertissement. Ce qui est assez inquiétant. C'est plus intéressant pour un homme politique d'aller dans certaines émissions de divertissement que d'aller dans certaines autres émissions qui existent d'ailleurs à peu près plus, où on parlerait solidement, réellement, pas dans le rire général et insignifiant, mais dans la responsabilité commune des vraies questions de société. J'ai l'air de m'éloigner un peu de votre sujet et du sujet que j'aurais pu aborder avec vous, qui est cette maison, les bibliothèques du monde. Hier, on avait un lancement ici sur la réflexion sur l'avenir des bibliothèques. Danielle Chagnon, qui est la directrice générale de cette maison ici, de la grande bibliothèque, va le faire mieux que je pourrais le faire. Sachez cependant que vous êtes dans une maison qui a un rayonnement sur, honnêtement, tout le territoire québécois. On a des réseaux qui nous amènent. Les Archives nationales ont à peu près 2000 partenaires. 2000 partenaires, je dis bien. La Bibliothèque nationale, peut-être 300, 350, tous les éditeurs, etc. La grande bibliothèque, un grand nombre de partenaires aussi, 10 millions de frappes par année, des gens qui viennent nous voir pour quelque chose, presque 10 millions, qui viennent nous voir pour un livre, pour une recherche, pour une vidéo, pour un film, pour un document patrimonial, etc.
Le diagnostic du sujet que vous abordez a besoin d'être approfondi, mais il est connu. On le sait, le mal que produit les fake news et comment ça circule et qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Moi, je me dis ce qu'on a besoin, et c'est en cela que votre réunion ici importante. C'est quelle action? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en éducation vraiment face aux profs, face aux parents, face aux enfants? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle mobilisation? Il n'y aura pas de changement. Parce que ce dont on parle, ça exige une intervention, des interventions de la puissance publique, des mises en commun des puissances publiques, la nôtre et les autres du monde, pour arriver à quelque chose dans le global. Qu'est-ce qu'on fait pour soutenir les mobilisations? On a besoin, ça ne se produira pas autrement. Les intérêts sont trop puissants s'il n'y a pas de vraie mobilisation. Et là, les gens sont sceptiques, disent, tu te mobilises, mais tu vas perdre ton temps, vraisemblablement. Moi, je vous dis, c'est faux. Regardez, le dossier des femmes, dont on débat dans tous les pays du monde aujourd'hui. Ce n'était pas à l'agenda il y a 50 ans. Le dossier des peuples autochtones, qui monte sans arrêt dans l'importance dans le monde, eh bien, on n'en discutait pas il y a 25 ans encore. La Cour pénale internationale, etc. La mobilisation mène quelque part. Voilà ce que je voulais vous dire en vous souhaitant la bienvenue. I hope you have a great day, great discussion and great result. Thank you. Merci beaucoup. Merci, M. Roy. Merci à vous tous d'être là ce samedi matin. J'aimerais savoir, avant de commencer, je vais me présenter, Colette Brun. Je suis professeure à l'Université Laval en information et communication, en journalisme, et directrice du Centre d'études sur les médias. Donc, je fais partie du comité organisateur qui vous a été présenté hier soir. J'aimerais savoir combien dans l'assistance étaient présentes hier soir, juste pour avoir un aperçu. Donc, on a quelques personnes quand même qui se sont ajoutées. On a vraiment, nos deux conférenciers, et je dirais même les gens qui sont intervenus par la suite, ont vraiment mis la table pour la journée d'aujourd'hui avec une richesse à la fois de réflexion et une capacité d'action, disons la combinaison de la réflexion et de l'action tout à fait remarquable. Et je sens qu'on va poursuivre là-dessus ce matin. Avant même qu'on commence, je voyais des gens qui travaillaient déjà sur leurs recommandations à des tables. J'aurais dit, écoutez, vous allez avoir l'atelier pour faire ça, mais ils étaient déjà à l'œuvre. Et puis quand je suis arrivée à 8 heures, il y avait déjà une file devant la porte. Alors je sens qu'il y a une fébrilité, une volonté de se mettre au travail qui est vraiment remarquable. Donc j'ai l'honneur d'animer ce panel d'ouverture. Avant de démarrer les présentations, je voudrais vous dire un petit peu le déroulement de la journée. Nous avons en principe jusqu'à 10h30, mais comme nous avons commencé en retard, je vais me permettre de déborder un petit peu. Nous allons ensuite prendre une courte pause suivie d'une série d'ateliers. Donc, il y aura 3 ateliers en simultané. C'est sur la base du premier assis, premier servi, ou en tout cas les places. Dépêchez-vous de vous rendre à l'atelier qui vous intéresse parce que quand la salle est pleine, il faudra en choisir un autre. Et chacun de ces ateliers devra conduire à l'adoption de 2 recommandations qui seront amenées en plénière en fin de journée. Il suivra bien sûr un lunch qui est prévu à 12h15, mais qui sera probablement un peu plus tard à la salle M450. Je pense qu'il y a des indications dans le couloir pour vous y rendre. Et tous les participants sont invités pendant l'heure du dîner à aller voir le jeu Truth Inc. Donc, je laisse planer le mystère sur ce jeu, sur la vérité. Je crois qu'il y a un peu plus de détails quand même dans le programme. Nous allons reprendre ensuite en atelier 13h15, 13h30 environ, jusqu'à 14h45. Et il y aura une autre pause café. Et la plénière de clôture commencera à 15h pile, ici même dans l'auditorium, pour la présentation et la discussion de toutes les recommandations. Donc, il faut se garder de l'énergie. Là, vous saurez quoi faire pour ménager votre énergie pendant la journée, le dosage de café, d'eau, quelques secondes de méditation ici et là. Donc, une journée bien remplie. J'ai l'honneur donc maintenant de vous présenter nos panélistes qui auront chacun 15 minutes. Alors, on va vous demander de vous en tenir à 15 minutes pour qu'on ait un peu de temps pour la discussion. First, Dr. Sharon Atetutu Omotoso from Ibadan, Nigeria.
She was formerly acting head of Department Politics and International Relations at the Leeds City University of Ibadan. She is currently with the Gender Studies program at the Institute of African Studies at the University of Ibadan, where she coordinates the 30-year-old Women's Research and Documentation Center. She recently co-edited Political Communication in Africa and was a contributing author of 2 other books published this year, Media and Politics in Africa and Media, Society and the Post-Colonial State. Dr. Omotoso is Research Fellow at the Ibadan School of Government and Public Policy and Senior Research Fellow at the Institute for French Research in Africa. Her areas of research interest include applied ethics, media and gender studies, political communications, philosophy of education, socio-political philosophy, and African philosophy. Matthew Johnson is the Director of Education for Media Smarts, Abilo Media, Canada's Centre for Digital and Media Literacy. He is the author of many of Media Smart's lessons, parent materials, and interactive resources, and a lead on Media Smart's Young Canadians in a Wired World research project. As an acknowledged expert in digital literacy and its implementation in Canadian curricula, Matthew is the architect of Media Smart's Use, Understand, Create digital literacy framework for Canadian K-12 schools. He has contributed blogs and articles to websites and magazines around the world, as well as presenting Media Smart's materials on topics such as copyright, cyberbullying, body image, and online hate to parliamentary committees, academic conferences, and governments and organizations around the world, frequently as a keynote speaker. He has served on expert panels convened by the Canadian Pediatric Society, the Ontario Network of Child and Adolescent Inpatient Psychiatric Services, and others, consulted on provincial curriculum for the Ontario Ministry of Education, and been interviewed by outlets such as the Globe and Mail, BBC News Magazine, the Christian Science Monitor, Radio-Canada International, and CBC's The National. Pierre Fastré est chercheur qualifié du Fonds national de la recherche scientifique belge et professeur en communication à l'Université catholique de Louvain. Il s'est longuement intéressé à l'influence des technologies de l'information et de la communication sur les activités cognitives qu'elles soutiennent pour ensuite centrer ses recherches sur la littératie médiatique. Ses travaux dans ce domaine se sont d'abord penchés sur la définition conceptuelle de la littératie médiatique en termes de compétences. Les projets de recherche qu'il mène et dirige articulent une démarche évaluative et expérimentale, impliquant la conception et l'utilisation de tests de performance dans des tâches complexes et une démarche qualitative et interprétativiste qui se consacre à l'inférence des compétences médiatiques au départ de l'examen des pratiques qui leur sont associées. Il est membre du Conseil supérieur de l'éducation média de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en guise de dessert, Mme Danielle Chagnon est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'information et d'un baccalauréat en études littéraires. Elle travaille pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec depuis 2001. Depuis 2015, elle est directrice générale de la Grande Bibliothèque. La Grande Bibliothèque, donc, où nous nous trouvons, est conçue pour faciliter l'exploration des collections de BANQ qui y sont en accès libre sur 6 niveaux. Cette bibliothèque reçoit plus de 2 millions de visites physiques par année, ainsi que près de 7 millions de visites virtuelles sur son portail Web. Auparavant, à titre de directrice des services à la clientèle, Mme Chagnon a participé aux travaux de planification et de mise en œuvre des services au public de la Grande Bibliothèque en prévision de son ouverture en 2005. Par la suite, elle a été responsable de la référence, de l'accueil des usagers, du prêt et de la mise en valeur des collections. Mme Chagnon participe depuis des années à de nombreux comités et conseils d'administration d'importance dans le domaine de la bibliothéconomie au Québec et au Canada. Sharon, I would invite you to begin. There is a microphone. Good morning, everyone. And the tone has already been set yesterday, and all we need to do is just move straight. I have 15 minutes. I'll try to keep to time.
My husband wanted to be here. He's an advertising practitioner. We've been together in that field for some time before I moved into the academia. But visa, he couldn't get it as soon as possible, so he's not here. I'll be speaking this morning about gender ethics and media education in Africa. How do I go? I'm trying to see. Please. Make it big. Slideshow. I'm a Mac person, sorry. Okay, thank you. I'll be speaking on gender ethics and media education in Africa. And I'll just go straight by saying that, I don't know. Okay, I'll just go this way. This button. Clicker? It's not moving. Okay. Okay. Oh. Okay. Quickly, what I intend to do in this work is to ask whether production and dissemination of fake news is gender specific or gender neutral. And I also want to look at the possibility of what I term virtuous fake news. Can fake news be virtuous? We'll find out as we go on. And then I want to look at what moral duty media producers or female media consumers and what media education projects for women should include or exclude. When you look at I didn't quite know how to put this together because I'm into various areas of communication. And I really, really wanted to be a part of this, this project. So I put it together using the gender lens. And I knew that was going to catch attention. So thank you for bringing me. But I want to mention that I just tried to look at each of the questions to answer it in 15 minutes. And that's what I'll do. I note that failure of media ethics is the major reason why we are talking about media education. If media ethics is in place, we really would not need media education as we are calling for it at this time. But of course, we see that there have always been lies in the media, and that was mentioned yesterday. We have motion pictures with film tricks. We have radio commercials with sound effects. We have newspaper photos that are cropped to fit selected angles of news stories. And we have all these things, not necessarily lies, but they call them make-believe. And they are often what we call media constructions of reality. Despite regulatory measures across Africa, social media in sub-Saharan Africa has been difficult to tame, bedeviled with distribution and demonstration of gory images, sexual violence, propagandizing conflict, political miscommunication, and disinformation. Current context generating the need for media education, and I'm particular about Africa because all of these things have, and as I go on, you'll see how they interact with the outside world. You see North Africa with challenges of reorientating the masses to hold their government accountable and encourage mass participation in governance. You see East Africa has been battling with problems of maintaining trust and building credibility before the masses. Southern Africa is seeking to establish ethical duties owed by the media to the citizens that have recently emerged from centuries of colonialism and apartheid. And West Africa has high expectations from both state citizenry in growing democracy. All this generates in international relations, foreign policy, and diasporic implications for global interactions. Current context again, technology is most culpable for fake news. Humans behind technology inventions have equally aided lies in the media, and unsuspecting media consumers continue to fall prey of such deceits. The use of meme pictures, photoshops, face swaps, deepfakes, voice manipulation, among others, have immensely impacted mediascapes. I have two pictures here. Somebody mentioned attributing the news to news sources yesterday, and we find here that this news was attributed to CNN, but eventually CNN debunked it. This is from Kenya. The other one is from South Africa, trying to mention that the president has just endorsed the Bitcoin, which was also fake news. Talking about current context, again, we find that cultural interpretation of sex, gender is a vital dimension of analysis and a set of relations which could be overlooked or downplayed within media education discourses.
Media are often structured within gender binaries, assigning different attributes and responsibilities to women and men, thereby determining social expectations. Constructions and portrayals often seclude women from men, thus ignoring gendered perspective on epistemological factors as determinants of opportunities and threats surrounding mass media communication. So what I have here is to try to answer to the question, the relationship between media education skill and informed citizen participation. I have two scenarios. One is to look at all these issues of fake news and media education and to ask if there is gender neutrality or gender specificity in production and dissemination of fake news. Here, there are two major hypotheses, but I'll go there later. You look at scenario 2, you find out that women are considered more as media consumers and examined and I want to examine if they are gender sensitive or gender blind while consuming and interpreting media content. Now, there are two hypotheses. One, more men are content producers and disseminators than women, both in conventional and social media. I don't know. Hypothesis 2, undecided about hypothesis 1, because social media often come with unverified sources, so we can't be sure about gender distribution. Here, we find that people were talking about the fact that the Nigerian president was the first to visit Donald Trump, and it was a woman who was able to identify that that is also fake news. So I want to ask, in what instance would we say that fake news could be virtuous? Perhaps the one reason why we have fake news all over the place is because maybe there are some good intentions behind it, and that's what I'm trying to answer here. From a consequential standpoint, could deception and lie be fundamental intention for creation of any technology? I'm trying to look at the technologies that we use, the Photoshops and the voice manipulation technologies and the rest of it that we use in the media. Could they have been created for bad intentions? At what instances will it be morally permissible to describe fake news as virtuous? Perhaps fake news could be virtuous if they are disseminated for good intentions. Technologies may have virtuous intentions, seeking to meet varying needs to create and recreate images, not necessarily with deceptive intention. One could argue for virtue in lies told to douse tension. Of course, we have sufficient tension around in Africa, and that's what the media tells us about, that's what the media outside Africa tells us. To suppress violence or to popularize an ideology, regrettably, most fake news are not found to have such virtuous intentions. Most lies are told to attract audience followership, to make profit, to gain public attention, and to distort the truth. If motives for creating image or voice manipulation software proceed from an argument on virtue, it then follows that on consequential basis, the good intention overrules any negative mode of deploying such technologies in media. In essence, fake news will be virtuous if and only if instrumental technological benefits surpass public risks. However, questions of utility arise, as the good intention of the few inventors of such technologies may not be sufficient to nullify implications of negatively deploying technologies created with positive intentions. And I take a look at the work of Ruse, where he tried to mention that online information, no matter how slickly produced, spread through a familiar process. Once it enters our social distribution channels, the hoax gets 50,000 shares, and the debunking an hour later gets 200. Ruse overlooked the damage done by fake news in that process. These have been largely ignored by key players in media production and dissemination. Unfortunately, media consumers are themselves helpless in tackling the situation. The dupes who fall for satirical stories from The Onion, we've talked about The Onion yesterday, will be fooled by deepfakes. And the scrupulous people who care about the truth will find ways to detect and debunk them. So, should we not all be scrupulous at caring about the truth? I have here two images. One is our president in Nigeria, who is being presented as getting involved in an anti-party act. He doesn't belong to PDP, but is carrying a placard saying vote for PDP. And a lot of people fell for this because they didn't just understand. I have the other picture there. That is pornographic. But I got a woman who shared this on a religious page saying, where do you think this door leads? She really didn't understand that it was pornographic. So what is media education?
I have here 4 or 5 definitions from different scholars, and then I tried to put mine. A conscious effort at demystifying and revealing the ideological mechanisms of media industry, deconstructing media images and content to make sense of alternative meanings embedded therein, emphasizes the need to be aware of possible consequences of media's impact on a person, to learn to communicate on basis of non-verbal forms of communication with the help of technical devices. It's about making young people as well as parents aware of what is going on in a context where they inevitably have to identify their informed choices. So you see, choices are involved here. And it's a part of the struggle to subvert domination and control by different social actors. You recall yesterday I was talking about the actors in the media, mostly honed by the politicians. And then it is the ability to deploy critical thinking skills towards information reception and perceptions, including recognizing and decoding fake news. So what works for media education? Content contextualization, which are never done outside moral and gender underpinnings. If you're going to be contextualizing content, you have to do them under moral and gender underpinnings. The questions of who gets educated, by who, and to what end. So we may also want to bring that up by the time we start discussing. Most often, when scholars consider issues of trust, seeking reasons for lies in the media, they are quick to identify negative mediatization, media commercialization, media politicization, media ownership. But who is responsible for media education? The first, I wrote media practitioners. Then we have the academia, and then we have non-state actors. Now, I have put 2 concepts that are important in the education practice and policies, media education practice and policies. One, I call it humanist moralism, and the second one, I call it gender consciousness. Humanist moralism, I mean the recognition that all humans have something fundamental in common, necessitating equal entitlement to dignity and respect, and with an understanding that humans are governed by morals and beliefs which are instilled into a person. Thus, humans must take responsibility for building sane communication environments. Although moralism is accused of individualistic tendencies, it does not support unethical practices. It is not lacking common sense, and it does not validate money-making power scheme. Gender consciousness, while contextualizing media content, is very vital for both media producers and consumers alike. So failure of self-regulation from media industry and lapse of government regulations of the media has necessitated media education. I started out with that. I'm concluding now. The digital age has opened media practices to all, thus increasing possibilities of uneducated or illiterate media producers, especially those who create and share on social media. Increasing women's participation in gender-conscious media production and media education would improve women's skills as media consumers. With regards to gender and ethics, media education is vital, not only to media consumers, but also to media producers and practitioners. Thank you for listening. Thank you. Thank you, Sharon. We will move right on to Matthew, and we'll keep time for discussion at the end. Thank you. I'm just setting my timer here so I don't go over time. As I'm just setting up, I do want to mention I'm going to be speaking in English. My slides are in English, but Media Smarts Habilo Media is dedicated to being a bilingual organization as Canada's Centre for Digital and Media Literacy. So all of the Media Smarts resources or materials that I'm going to be mentioning are available in both French and English. So I'm talking today about preparing youth to be digital citizens in a democratized media world. Now, what does that mean, a democratized media world? Well, if you're my age or older, this is the media world that you grew up in, a world where a small number of people controlled media broadcasting. They controlled the channels of distribution, and they broadcast to large numbers of people. The rest of us were primarily consumers. But today, that has changed. Probably the most significant change in media since the development of mass media is the fact that today we're no longer at the end
of a chain as consumers. We're now in the middle of an infinite network. And because that network is functionally infinite, all of us are at the middle. What are some of the implications of this? Well, first of all, it means that the cost of distributing media has gone from high to low. Now, almost anyone can produce and distribute media theoretically to an audience of millions of people. Now, that started in the days of cable, when suddenly we went from having 3 channels to 50 or more. But with the introduction of the internet, we've gone from a focus of channels controlling content to the content being controlled by networks. Now, that means both the actual physical networks and the people who run them. It also means the second-tier networks like social networks, search engines, and video sharing sites where people congregate. It also means the networks that we ourselves create. So if you're on Twitter, you follow people, other people follow you. Those are networks over which you have influence. And so we have moved as a default from being consumers to being broadcasters. Of course, we're still consumers as well, but we are also broadcasters. Every time we share something, we're broadcasting whether we know it or not, because anytime we're using a digital device, data about what we're doing is being collected. Some of the consequences of that, well, we have gone from information scarcity to information overload. And the content that we get, especially information, was once discrete. That is to say, you would get information in a single package. You would read a newspaper, and you were reading all of the information, or as much of it as you wanted, in that newspaper. If you watched TV news, you were getting what was in that package. But today, our content is atomized. If I read 5 news stories that come to me via Twitter, they may come from 5 completely different sources. And research on news consumption in Canada has shown this, that more and more people are getting their news initially from social media, and if they're interested, they follow it to the original source. And what that means is that we've gone from a traditional model where we relied on the provenance of information to one similar to almost how information worked before the printing press. So when I say provenance, I mean we knew where it was coming from. So when I pick up a newspaper, I'm not necessarily going to trust everything in that newspaper, but I'm going to know that the newspaper that has been through the process of news gathering, it's been through whatever processes that newspaper has in place. But today, there are a lot of things we know where we don't know why we know them, because they come from so many different sources. And so we've gone from a default assumption of trust to a default assumption of doubt. Now, that default assumption of trust was not necessarily a good thing, and that's why media literacy education originated. But the default of doubt is not necessarily any better, because what teachers tell us they're seeing with their classes, K-12 teachers and even university professors, is a default shifting from I believe to I don't believe anything. Here's a lighthearted example. I show this to teachers and teacher candidates, 3 pictures from the Internet of Animals. I say, which of these do you think are real and which do you think are fake? Well, they know what I'm talking about, so they say, oh, well, they're all fake. Well, actually, every single one of those is real. Even the shark with one eye, that's real. And so we're at risk of raising a generation of what you might call gullible cynics. People who've been taught to doubt everything, and as a result, they treat everything as being equally untrustworthy. And what that means is that if you do that, you're simply going to believe the things that confirm what you already believe. Or you're going to believe whoever has the most compelling narrative. You're going to engage with information as though it's fiction. Mike Caulfield, who you really should be reading if you're interested in this topic, says it best. Media literacy is about where to spend your trust, but you have to spend it somewhere. And I'm going to submit that at the K-12 level, at the primary, secondary level in Quebec, that is our function. It's teaching them how to judge the relative trustworthiness of what they encounter. How do we do that?
Well, traditionally, media literacy in Canada has been based on 5 key concepts. And there's a reason why these key concepts are still in use in Canada 30 years after they were developed, and why they're used around the world. I'm not going to go into detail about them, but we have material on our website, including some fun short videos that explore each of these. One of the reasons why these are still in use is because they don't require teachers to be subject experts, because they apply equally to all media, and because you can use these to customize your media literacy activities to your context and to every grade level. So you can start teaching, and you should start teaching these in kindergarten and keep teaching them right up through university. These are still absolutely valid, but because of that one change, that major change, we need to add an extra dimension, and that is recognizing the fact that modern media are networked. And again, there are other concepts that come out based on that. If you want to explore these further, we have articles and some more fun little videos about these, but I'm going to name these. So first of all, we know that digital media are shareable and persistent. Sharing is now the default, where it used to be difficult. Digital media have unexpected audiences. What you share online might be seen by unexpected people, but also you may see something for which you are not the expected audience. Digital media experiences are shaped by the tools that we use. Because digital media are interactive, how we use them is influenced by their design. And finally, interactions through digital media can have real impact. We're not passive consumers anymore. We're constantly interacting. I'm not going to mention these by name as we go on, but the rest of my analysis is based on that idea that these concepts are how we understand networked media. So if digital media are networked, we need to teach young people networked solutions. And that's the biggest change that we need to make in how we teach them about authenticating information. So here's a really simple example. Teach them how to use authentication tools online. I can't tell you how many teachers and teacher candidates I speak to who've never heard of Snopes. We need to teach them this. We need to teach them how to identify the original source, again, because modern content is atomized and not discrete. So here, for example, this is a video about a sinkhole in China. I might initially think, oh, I shouldn't trust this because it comes from RT, right? But if I track it to the original source, the very first time it was reported in the media was in the Mirror, a UK paper, and the image is actually from Reuters. So I know, okay, I've gone to the original source. It's not RT. RT was just who was delivering it to me. It originally came from Reuters. Now, it'd be great if our students knew instinctively to trust Reuters and not to trust RT, or at least that one was more trustworthy than the other. They're not going to, necessarily. So we also need to use network technology to help them find consensus. Take 30 seconds. Go to Wikipedia or just Google, and Google will give you the results from Wikipedia. So RT, we see a Russian international television network funded by the Russian government. And if that's going to tell us, okay, maybe I need to be a little bit skeptical. I check out Reuters. I see a news agency been around since 1851. Now, does that mean that I can never trust RT and I can always trust Reuters? Of course not. And those are advanced level authentication skills. But what I do know now is their relative trustworthiness. I know I can trust Reuters a lot more than I can trust RT. At the same time as we can use networked sources to find consensus, and even if we don't agree with the consensus, you can't judge an argument against the consensus unless you know what the consensus is. Aside from finding consensus, we can use network technology to do the opposite and seek diversity. So here is a page. So Canadian News Archives, you can access every single Canadian newspaper on one page. So if I see something and I think maybe this isn't giving me the whole story, I can look at other sources. Now, you need to know a little bit about the news industry for this to work. There's no point in reading 3 different Postmedia papers, not because there's anything wrong with Postmedia, but because they're all getting their content from the same place.
So you do need to have a little bit of specific knowledge, but still, we have this available. One of the best ways of getting a different perspective on something is to find coverage in other parts of the world. And the same website here will give you basically every newspaper that's available online in the world. We can do this with ideological blinders as well. So there are tools, for instance, the Wall Street Journal has a tool called Blue Feed, Red Feed that will tell you what people are talking about on social media at different ends of the political spectrum. We don't have a lot of tools like this in a Canadian context yet, but I hope they are going to be developed. Another thing we need to teach kids is to take control of their feed, to understand that what they're being delivered is not necessarily unfiltered. In fact, it's very rarely unfiltered. I'll give you an example. We know young people turn to YouTube as a source of information. We know adults do it as well. So this is a perfectly legitimate video about vaccines. It's from the Children's Hospital of Philadelphia. Here's what is recommended on the right. So it's a mix of pro-vaccine and anti-vaccine videos. The one at the top, the one that will play automatically unless I tell it not to, is an anti-vaccine video. If I follow that, or just let it play, I get this. Mostly anti-vaccine videos, one pro-vaccine video, and for some reason a video about Michael Jackson winning a Lifetime Achievement Award. Once again, if I click the top result or just let it play, now this is 100% anti-vaccine. I started from a hospital. I got, just by letting it play, to 100%. I'm in the anti-vaccination wonder world now. YouTube says 70% of their views come from recommendations, from that algorithmic recommendation. So if kids don't understand the tools we use, this is the tools we use, influencing how we use them. If they don't understand what algorithmic recommendation is doing, they're not going to understand how they get led along this garden path. Besides understanding it, one of the best ways to manage your feed is to limit what corporations know about you. Because a lot of those recommendations, whether it's a search engine recommendation, a video recommendation, it comes from the profile that advertisers have built of you. This is one of our resources to teach kids, younger kids, kids in middle school, how to manage, how to limit what information is known about them. We also need to learn to interrogate our own bias because the tools on the internet are designed to give us what we want. And so if you go looking for evidence to prove or disprove something, it will be out there. But sometimes it can be very subtle. Sometimes it's just the language that we use. So here are two Google searches. If I start with climate change is, here are the recommendations. Climate change is real. Climate change is here. But if I use global warming, which is the term more often used by conservatives, I get global warming is a fake, global warming is a myth, and global warming is real as our third choice. So just learning how we can do searches that don't have ideological inflections can be a huge part in getting good quality information. Fundamentally, because we are now all broadcasters, we must make fact-checking habitual. It has to be something we do all the time. That means, as educators, we need to demystify it. We can't focus on those really difficult, those really cool techniques. You know, using Wolfram Alpha to find out the weather in Paris on that day to see if it matches the photo, that's super cool, but it's not something that's useful to students. We need to triage in the face of overload. We need to give them ways to work quickly, to winnow out the vast majority of easily debunked misinformation and disinformation. We need to prioritize these steps. If we want them to do it all the time, we need to prioritize. So the ones that are most likely to work quickly have to go first, and then we gradually get into the more complex steps. We need, with younger students, we need to guide students to reliable sources.
we can also start telling them that even reliable sources aren't 100% trustworthy, but we have to avoid that idea that everything is equally untrustworthy. And we have to alert students to disinformation goals and techniques. Most of our old authentication resources are based on the assumption that most people are playing fair. Well, today, a lot of people are not playing fair. They are trying to sow doubt. Sometimes they're trying to drive a narrative. We have to teach kids that people out there are trying to lie, to fool them, trying to manipulate them, sometimes just to make money. We need to apply social pressure. Again, that comes from the network. When we're in a network, we're aware of what the other people in the network are doing and think of us. This is research we did a couple of years ago. We found, this is good news, 90% of the students we surveyed authenticate information when they're doing it for schoolwork because they know they're going to be graded. If they have a motivation to do it, they'll do it. When they get info from social media, it's just over half. But this is the good news. Almost 3/4 will do it when they're looking for information for their friends and family. And that is our key. We have to make responsible sharing, ethical sharing, disinformation, we have to make these something that's an expectation of everybody. And that's why whatever solutions we come up with for misinformation can't just be about misinformation. Because misinformation has an ethical dimension. We are all broadcasters now. It has a dimension of privacy because the quality of the information we get depends on how well we've managed our data. We need to be conscious consumers. We need to understand the business models of the platforms that we use, like social networks and video sharing sites. We also need to understand the business models of the people who are spreading information. If someone's business model is based on being accurate, if someone will lose money if they get a reputation for being inaccurate, that's a sign of trust. It's not 100%, but it's a sign we have a good reason to trust them to be accurate. If someone's business model is based on getting people angry, it's a good reason not to trust them. And we need to get them engaged as community members to help them understand that that network, all of those networks we're part of, are communities. We need to empower young people to be able to understand, and assert their rights as active and engaged digital citizens. Thank you very much. Bonjour à tous. Alors, je vais me permettre de prendre un peu de recul par rapport à la problématique des fausses nouvelles pour parler d'éducation aux médias en général, mais comme je vois que mes deux prédécesseurs se sont autorisés à faire la même chose, je pense que je ne serai pas trop hors sujet. Alors, explorer la définition de la littératie médiatique pour guider le développement de l'éducation aux médias. Je suis parti dans cet exposé d'une des questions cadres de ce colloque. Comment peut-on définir l'éducation aux médias? Je vais proposer une réponse simpliste à cette question, faute de temps, et on pourrait développer et discuter, peut-être en discuterons-nous dans l'espace de questions après ces exposés. Deux réponses. Comment peut-on définir l'éducation aux médias? L'éducation aux médias recouvre l'ensemble des initiatives éducatives, quelle que soit leur nature, leur échelle, les acteurs qui les portent, qui visent à développer la littératie médiatique. La littératie médiatique, qu'est-ce que c'est? La littératie médiatique est définie, ou peut être définie, comme un ensemble de compétences. Ces deux affirmations sont sujettes à discussion. Je n'ai pas le temps de les discuter ici aujourd'hui. Tout au plus, je peux essayer de préciser avec vous ce que j'entends par compétence. Vous avez ici au Québec la chance d'avoir de grands pédagogues qui ont été des moteurs dans le développement de l'approche par compétence, entre autres Tardif, dont une citation est reprise ici, qui dit « Une compétence est un savoir-agir complexe ». Donc il s'agit de dépasser la simple reproduction de procédures, le simple apprentissage de connaissances par cœur, l'application de trucs et recettes par rapport aux médias, mais bien la capacité de disposer d'un ensemble de ressources, de savoir, de savoir-faire, de savoir-être relatifs aux médias et de les choisir, de les sélectionner, de les articuler
en situation d'interaction avec les médias de façon la plus pertinente possible. Cela signifie aussi être capable de faire face à l'inédit, de faire face à des situations dites non stéréotypées que l'on n'a pas rencontrées précédemment. Alors, si on définit la littératie médiatique comme un ensemble de compétences, quelles compétences, me direz-vous? L'approche que je propose pour essayer de baliser et de cartographier les compétences en littératie médiatique est une approche par la déconstruction. C'est-à-dire que plutôt que de proposer une liste de compétences, une liste énumérative de compétences, il s'agit d'abord d'essayer de distinguer, de dissocier les composantes élémentaires de la littératie médiatique et puis de les croiser de façon systématique. Alors, quelles sont ces composantes? On peut commencer par les sujets de la littératie médiatique. Qui peut être lettré médiatiquement? Ça peut être un groupe, un individu, une organisation, une communauté, même si l'essentiel des discours sur la littératie médiatique aujourd'hui porte plutôt sur une approche individuelle. Si la littératie médiatique, c'est une compétence et donc savoir agir en situation, il s'agit de déterminer quelles sont les activités, quelles sont les actions que l'on mène vis-à-vis des médias. J'ai proposé ailleurs de les regrouper en 4 grandes catégories: lire, écrire, naviguer et organiser les médias. Alors lire, ça signifie décoder, comprendre, analyser, évaluer les médias que nous rencontrons. Écrire, c'est produire et diffuser ses propres productions médiatiques. Naviguer, ce serait chercher, sélectionner, faire des choix par rapport à notre consommation médiatique, mais aussi apprendre à explorer de façon ouverte différents types d'offres médiatiques. Et enfin, organiser recouvrerait l'ensemble des activités de catégorisation, de regroupement, de stockage, d'annotation qui permettent aux individus, au départ d'un certain nombre de catégories, d'organiser des collections de médias. Alors les médias concernés, on a plutôt tendance en général à considérer que ce sont des textes, des documents, des messages, et dans la problématique des fake news, c'est sans doute les objets auxquels on pense en premier, mais il faut sans doute pouvoir appliquer ces activités aussi aux appareils, aux logiciels, aux infrastructures techniques, aux dispositifs, aux algorithmes, aux bases de données, et donc à tous les types d'objets médiatiques contemporains. Lire, écrire, naviguer et organiser. Il s'agit de considérer les objets médiatiques de différentes perspectives. Je reviendrai sur ces perspectives dans un instant. Il s'agit de pouvoir considérer les médias tour à tour comme des objets techniques, comme des objets sémiotiques, c'est-à-dire des objets langagiers, des objets qui mobilisent un certain nombre de langages et de représentations, et des objets sociaux. Alors, l'ensemble de ces composantes ne dit encore rien de niveau de compétences en littératie médiatique, et on pourrait distinguer un certain nombre de niveaux ou de degrés, de niveaux purement opérationnels et basiques qui permettent aux usagers des médias de fonctionner utilement par rapport à l'environnement médiatique, jusqu'à des compétences élaborées dans lesquelles ils sont capables de faire des choix réflexifs et de les assumer. Et enfin, j'ajouterai une distinction, peut-être une tension justement entre 2 horizons de la littératie médiatique. D'un côté, une littératie médiatique qui développerait des compétences que j'appellerais conformistes, des compétences fonctionnelles qui permettent aux gens de bien utiliser les médias de façon conforme aux intentions de leurs producteurs, mais sans regard critique sur ce qu'ils font, et donc quelque part de s'adapter à leur environnement médiatique, versus une finalité qui inclurait une dimension d'inventivité, de critique, de création qui permettrait à l'individu ou au groupe ou au collectif d'inventer ses propres conditions de participation à l'univers des médias. La liste n'est certainement pas close, mais pour des raisons de temps et pour aujourd'hui, en tout cas, je m'en tiendrai à ces différentes compétences, ces différentes composantes. Alors, je vous ai dit, le but est de distinguer des composantes pour les croiser les unes par rapport aux autres. Si je reprends les 2 qui sont en couleur sur ce slide, on peut définir la littératie médiatique comme les compétences qui consistent à être capable de lire, naviguer, écrire, organiser les médias d'un point de vue technique, d'un point de vue sémiotique et d'un point de vue social. La tentation serait grande, à partir d'un croisement comme celui-là, d'essayer de définir pour chaque case de ce tableau une catégorie de compétences particulières. Ce n'est pas le propos que je veux tenir ici. Mon argument est bien de dire qu'il faut essayer de trouver les relations entre ces différentes composantes, d'essayer de voir comment explorer les dépendances, par exemple, entre la technique, la sémiotique et la socialité. Donc il s'agit d'essayer de penser la cohérence de l'éducation aux médias, de parvenir à distinguer des composantes pour examiner leurs relations les unes par rapport aux autres et de ne pas isoler une catégorie particulière, de ne pas essayer de définir la lecture sociale indépendamment de la lecture sémiotique, par exemple. Donc la question de la cohérence, elle est à trouver dans les relations entre ces différentes dimensions constitutives. Alors vous vous doutez bien qu'en un quart d'heure, je ne vais pas pouvoir faire le croisement systématique de toutes les dimensions que je viens d'énoncer ici. Je vais m'en concentrer sur une seule d'entre elles, la dimension des perspectives, en faisant un focus donc sur les relations entre les compétences liées à la technique, à la sémiotique et au social, dans un contexte d'éducation aux médias. Et je le ferai en 3 temps, mais d'abord je voudrais justement revenir sur ce que j'entends par technique, sémiotique et sociale. Tout objet médiatique peut être considéré sous 3 jours différents.
Tout objet médiatique est un objet technique, c'est un artefact, c'est un objet fabriqué par l'homme ou par des hommes, par des communautés d'hommes, et donc il y a des procédés de fabrication technique qui y président. C'est toujours, en plus d'être un objet technique, un objet sémiotique, c'est-à-dire un objet qui représente autre chose que lui-même. Un film de fiction représente une histoire, un article de presse représente un fragment de l'actualité, un portrait représente la personnalité de la personne qu'il dépeint. Donc un objet sémiotique, c'est donc un objet qui utilise différents types de langage, textuel, imagé, sonore, cinétique, pour représenter quelque chose d'autre que lui-même. Et enfin, tout objet médiatique est un objet social, c'est un objet qui est conçu par des gens pour d'autres gens. Les gens qui les conçoivent ont des intentions, ces objets produisent des effets sur les publics qui les reçoivent, et ainsi de suite. Alors, quand on distingue technique, sémiotique et sociale comme trois perspectives sur les objets médiatiques, on n'a pas encore dit grand-chose de nouveau. J'ai repris ici les 6 concepts clés utilisés par le British Film Institute depuis les années 80 dans leur approche de l'éducation aux médias. Matthew, dans son exposé, a rappelé les 5 concepts qui sont utilisés dans le cadre de l'éducation aux médias au Canada. Ce sont des concepts assez similaires et donc qui encouragent les élèves à aborder les objets médiatiques du point de vue des technologies à travers lesquelles ils sont construits, des langages qu'ils utilisent, des catégories de genre, des typologies à travers lesquelles on peut les regrouper, des représentations du monde qu'ils donnent à voir, et notamment en termes de diversité du monde, des publics qui les reçoivent et des différentes interprétations que ces publics peuvent développer, et des processus de production et des acteurs de la production médiatique. Alors, comment envisager donc les rapports entre technique, sémiotique et sociale dans une éducation aux médias ? En fait, dans l'éducation aux médias traditionnelle, on le fait depuis assez longtemps. Au-delà de la question particulière des fake news, il s'agit d'apprendre aux élèves à lire et à naviguer les messages médiatiques de façon critique. Alors, je vais me permettre une définition très très brève de ce que j'entends par critique. On a fait l'économie d'une définition de l'esprit critique jusqu'à présent. Par critique, j'entends la capacité à articuler différentes perspectives, différents points de vue sur un problème multidimensionnel et parvenir à relier ces différents points de vue. Mais non seulement articuler ces différentes perspectives, mais aussi examiner chacun des présupposés, chacun des systèmes de valeurs qui président à chacun des points de vue que l'on examine. Dans le contexte de l'éducation aux médias, cela consiste le plus souvent à poser un certain nombre de questions clés devant les objets médiatiques que nous rencontrons. Matthew en a rappelé un certain nombre dans son exposé. J'en ai repris une autre version ici qu'on doit au tenant de la Critical Media Literacy aux États-Unis. Le constructivisme social, le langage et la sémiotique, les publics et les positionnements sont autant de concepts qui permettent de poser des questions et d'articuler différentes questions face aux objets médiatiques que nous rencontrons. Qui sont les personnes qui ont fait des choix en créant ce texte ? Comment ce texte peut-il être compris différemment ? Pourquoi ce texte a-t-il été créé ou partagé ? Voilà autant de questions qui, une fois qu'elles sont articulées, offrent un point de vue critique sur les médias. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, face à ces différents concepts et ces différentes questions, où est passée la technique ? La plupart des concepts que je viens de vous montrer, je vais les remontrer brièvement ici, ont trait à des questions soit de sémiotique, de langage, de représentation, soit de social, de production, de réception. C'est comme si on avait oublié la sempiternelle maxime de Marshall McLuhan, « The medium is the message », et où on avait oublié d'inclure des questions du type comment la fabrication technique de ce message influence-t-elle ma lecture ? Quelles sont les incidences sociopolitiques de la fabrication de cet appareil ? Des questions qui doivent être réintégrées dans les différents points de vue que l'on aborde en lisant ou en naviguant les médias. Alors au-delà d'activités de réception, lire, naviguer, évaluer les médias, ces questions peuvent tout aussi bien être en fait appliquées aux activités de production. Matthew a bien rappelé qu'aujourd'hui, dans le monde médiatique dans lequel nous vivons, nous ne sommes plus juste des récepteurs de l'information, nous sommes aussi des producteurs, des diffuseurs, des ratificateurs de l'information. Et dans cette position de production et de diffusion, il convient aussi apprendre aux jeunes à se poser des questions par rapport à leur propre activité de production, des questions critiques qui articulent la technique, la sémiotique et le social. À quel titre est-ce que je prends la parole dans l'espace public ? Quels sont mes destinataires et comment mon message qualifie-t-il ces destinataires ? Voilà le type de questions que l'on peut appliquer en transposant ces questions clés à des activités de production. Alors, si la technique est ignorée dans ces démarches-ci, quelle est la place qui leur est réservée en éducation aux médias ? Souvent, si on examine les référentiels de compétences en éducation aux médias, les compétences techniques ont une place assez particulière, une place qui leur assigne, qui les qualifie comme des compétences basiques, utilitaires, qui sont un préalable à l'analyse et à l'évaluation critique dont je parlais à l'instant. Donc c'est comme si les compétences techniques se limitaient à du savoir bien utiliser les médias et les outils techniques contemporains, en les réduisant à un niveau de compétences opérationnelles, un niveau de base, mobiliser les fonctionnalités de base des outils techniques contemporains, mais aussi dans un horizon conforme ou conformiste, acritique, c'est-à-dire bien utiliser les technologies comme elles ont été conçues pour pouvoir effectivement en développer un usage efficace.
Ce sont souvent les qualifications qui sont le plus en relation avec la littératie numérique et avec des considérations, par exemple, liées à l'employabilité des personnes. Être efficace sur le marché du travail et donc savoir bien utiliser la technologie sur le marché du travail aujourd'hui. C'est un peu comme si... alors j'ai repris 2 exemples, mais j'en montrerai qu'un ici, d'un référentiel de compétences qu'on doit à des Néerlandais, Alexander van der Sen et Jan van Dijk, qui distinguent 6 catégories de compétences. Les plus élémentaires, les compétences opérationnelles et formelles, sont liées aux compétences techniques. Les compétences les plus élaborées, informationnelles, communicationnelles, de création de contenu et stratégiques, sont liées au contenu. Donc on retrouve bien cette opposition entre la technique à la base et la critique basée sur un socle de technique. C'est un peu comme si ces compétences techniques nous montraient en creux une vision du progrès technique comme il est inéluctable, comme quelque chose auquel il faut s'adapter, avec lequel il faut suivre, mais sans nécessairement adopter un point de vue critique sur la technique elle-même. Alors comment dépasser ce positionnement des compétences techniques comme étant conformistes et purement opérationnelles? Je pourrais m'étendre longuement sur la question, et elle appelle de multiples réponses. Je vais en proposer une seule piste de réponse à partir de la notion de sociomatique. Alors qu'est-ce que la sociomatique, me direz-vous? Si l'informatique concerne le traitement automatique de l'information par l'exécution de programmes informatiques par des machines, alors on peut concevoir une éducation à l'informatique, et il existe aujourd'hui de par le monde des programmes en computational thinking ou en éducation à la pensée informatique qui proposent d'éduquer les jeunes à la résolution de problèmes complexes à travers l'abstraction via la mobilisation de traitement automatique de l'information. Soit dit en passant, petite incise, cette définition est typique de l'informatique parce qu'elle est récursive, elle mentionne le terme informatique dans la définition d'informatique. C'est pour l'anecdote. Alors, si l'informatique concerne le traitement automatique de l'information, je propose que la sociomatique concerne le traitement automatique des relations sociales par l'exécution de programmes sociomatiques par des machines. Il s'agirait donc d'éduquer à la pensée sociomatique et plus juste à la pensée informatique, et donc de développer des compétences qui seraient relatives à l'appréhension des relations entre la technique et la socialité dans le numérique. Les enjeux sont multiples, liés à l'identité numérique, aux identités numériques, à la médiation des interactions humaines par le numérique, aux assistants intelligents, à la robotique sociale et encore à bien d'autres sujets. Je m'étendrai simplement très brièvement sur 3 sujets, puisqu'il me reste 1 minute 30 environ. La sociomatique, sur le plan des identités numériques, il s'agit de dépasser une vision un peu simpliste et réductrice de l'usage, par exemple, des réseaux sociaux contemporains, qui se réduirait à éduquer à « que peut-on dire de soi sur Facebook en préservant son intimité ?» pour apprendre aux jeunes dans quelle mesure les formats du web, qui sont produits par l'industrie du web, sont des formats qui viennent standardiser l'expression des identités numériques. Alors il ne s'agit pas évidemment de faire comme si les identités étaient quelque chose qui préexistait entièrement à leur expression, mais bien de concevoir les relations entre la façon dont la métaphore du profil, la façon dont les statuts, la façon dont on remplit les différentes rubriques d'un profil aujourd'hui, viennent imposer une grille qui standardise de facto l'expression des identités numériques des uns et des autres. Donc de penser les identités numériques comme des constructions technosémiotiques, si je prends les termes de Gomez-Mejia. Sur le plan des interactions sociales, il s'agirait de reconnaître que nous sommes tous et toutes aujourd'hui détenteurs d'une foule de comptes utilisateurs qui définissent des rôles et que ces rôles définissent des accès, et qu'aujourd'hui, qui est en contact avec qui peut voir quoi, lire quoi ou faire quoi sur Internet, dépend essentiellement de procédures, de filtres, de verrous électroniques, de traitements automatiques, donc de relations sociales. Il s'agit donc d'éduquer les élèves à évaluer les conséquences de leurs choix techniques sur la régulation de leurs interactions sociales et d'adopter un comportement d'usage qui tienne compte de cette évaluation. Mais au-delà des procédures, des filtres et des verrous, qui peut voir, lire ou faire quoi sur Internet dépend aujourd'hui de façon croissante d'algorithmes et pas simplement de choix de l'utilisateur. Ce qui m'amène au dernier point de ma présentation. La question des algorithmes est pour moi un nouveau terrain d'application pour la question des représentations produites par les médias. Quel est le monde que les médias nous donnent à voir quand nous sommes en ligne? Le monde tel qu'il nous apparaît, dit Dominique Cardon, dépend aujourd'hui essentiellement d'un traitement algorithmique, plus précisément de différentes familles d'algorithmes qui nous donnent à voir, selon les cas, le monde tel qu'il est vu par la majorité, le monde tel qu'il est validé par un certain nombre de sources, le monde tel qu'il est aimé et liké par mes proches, ou le monde tel qu'il est prédit à travers la collecte des traces d'usage que j'ai laissé collecter par les géants du web. L'exemple qu'a pris Mathieu dans son exposé sur la façon dont YouTube vous amène, en vous recommandant des contenus, à voir une certaine vision du monde est tout à fait pertinent dans ce cas-ci. La question des représentations n'est donc plus désormais seulement une question de choix éditorial, elle est une question de choix technique, et il convient de s'interroger,
d'apprendre à s'interroger sur les propositions du système technique et d'explorer les mondes numériques en dehors de celles-ci, en cultivant sa propre ouverture à la sérendipité. Alors, puisqu'on nous demande aujourd'hui de produire des recommandations, je terminerai très brièvement sur 2 éléments qui me semblent pouvoir être inférés de mon exposé en termes de recommandations. D'une part, travailler à l'articulation des compétences techniques aux compétences sémiotiques et sociales, lier la technique au langage qu'elle produit, à ses contextes d'usage et aux enjeux sociaux qui lui affairent, et intégrer la pensée technique comme une perspective alliée à d'autres dans une approche critique, une approche multidimensionnelle, d'une part, et d'autre part, dans un contexte où tout le monde aujourd'hui produit et diffuse de l'information, travailler l'approche critique en réception, mais surtout et aussi en production, afin de faire des producteurs et des récepteurs critiques de l'information et des médias. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonjour. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue, ce que fait M. Roy un petit peu plus tôt, mais vous souhaitez la bienvenue à la Grande Bibliothèque. On est bien content d'accueillir ce colloque sur les fausses nouvelles, un sujet très, très important pour les bibliothèques. Ce que je vais faire, un panorama un peu de ce que font les bibliothèques dans ce domaine des fausses nouvelles, et le titre de ma présentation, comme était le titre de ce colloque pour en finir avec les fausses nouvelles, qui est un titre qui se voulait provocateur. Le titre de ma présentation l'est tout autant. C'est vrai ou pas, votre bibliothèque vous le dira. Titre qui n'est pas tellement dans la foulée de la modestie qu'on accorde parfois aux bibliothécaires et aux bibliothèques. Donc, c'est voulu et c'est assumé, disons-le. Donc, voilà pour cette présentation. Vous dire en quelques mots pourquoi la chose nous intéresse. Et je pense que c'est important de bien établir cette préoccupation qu'on a dans les bibliothèques pour la question des fausses nouvelles. Ce qu'on fait, on est des praticiens dans les bibliothèques, donc on est moins en théorie, comme le sont certains de nos collègues ici ce matin, mais on fait beaucoup de choses pour équiper les citoyens, équiper les étudiants, équiper les usagers de bibliothèques dans le domaine des fausses nouvelles. Donc, je vais passer en revue certaines de ces outils qu'on diffuse largement dans les bibliothèques et vous parler de certains défis et opportunités qu'apporte ce sujet et voir un peu dans une perspective plus large comment on peut soutenir les efforts pour contrer les fausses nouvelles. Évidemment, dans la mission Les valeurs des bibliothèques, et je ne vais pas m'attarder très longuement là-dessus parce que je pense qu'à peu près tout le monde ici ce matin, on espère, fréquente les bibliothèques ou les ont fréquentées, donc sont au courant de ce qu'on fait. Mais la diffusion des savoirs, la médiation des savoirs est au cœur de ce qu'on fait. Donc, cette préoccupation de validité de l'information, elle fait partie de notre ADN dans les bibliothèques. Pourquoi? Bien parce que tout ce à quoi on donne accès, on doit, nous, d'abord, en bonne partie, le valider et s'assurer que ce qu'on voit dans ce qu'on trouve, par exemple, sur les rayonnages ici ou en ligne de plus en plus, est une information qui est pertinente, valable, utile. Donc, c'est au cœur de ce qu'on fait comme bibliothécaire et comme bibliothèque. Et évidemment, la littératie, on en parle, littératie numérique, médiatique, informationnelle, financière aussi, de plus en plus. Donc, équiper les citoyens avec des outils pour qu'ils puissent évidemment être mieux équipés pour évaluer cette information, pour faire de meilleurs choix. Donc, c'est au cœur de ce qu'on fait dans les bibliothèques et asseoir évidemment tout ça sur une société qui fait que les citoyens puissent faire de meilleurs choix et avoir une société démocratique qui en découle et qui se réalise par la suite. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ces textes fondateurs et qui sont très intéressants, comme la Déclaration des bibliothèques québécoises, qui énonce très, très clairement ce mandat des bibliothèques en recherche et en évaluation de l'information. C'est un document qui a été adopté par l'ensemble des bibliothèques de tout type en 2016 et déposé à l'Assemblée nationale par la suite, quand même. Et le manifeste de l'UNESCO sur les bibliothèques publiques, qui date de 1994, mais qui est toujours aussi pertinent dans le domaine justement de ce devoir que nous avons dans les bibliothèques d'assurer cet accès à l'information pour que les citoyens puissent jouer leur rôle dans une société démocratique.
Voilà. Je parle un peu de développement de collection. Pourquoi? Bien, parce que c'est un peu le cœur de ce qu'on fait dans une bibliothèque. Ce n'est pas que ça, évidemment. On est beaucoup en diffusion de l'information, en médiation de l'information, mais au cœur de ce qu'on fait en médiation et en cette transformation de l'information, c'est ce à quoi on donne accès. Donc, on a de façon très, très large des critères de développement de collection, autrement dit, tout ce qu'on trouve ici dans toutes les bibliothèques, et s'assoit sur des principes d'évaluation de l'information qu'on retrouve dans la plupart des documents de développement de collection dans les bibliothèques. Donc, l'importance, l'autorité de l'auteur, tout ça, c'est naturel pour nous, je le dirais comme ça. Donc, on le fait de façon courante. Donc, c'est des choses qu'on fait, l'actualité du sujet. Évidemment, c'est des livres qui sortent présentement sur les fausses nouvelles. C'est clair qu'on les a à la bibliothèque aussi. Donc, je vais en parler un petit peu plus tantôt. Ça pose toutes sortes d'autres questions, ce développement des collections. Et on pourrait se poser, d'ailleurs, une question assez fondamentale. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'on trouve en bibliothèque est vrai? Bien, je vais vous donner quelques exemples de choses qu'on a présentement à la grande bibliothèque, avec des contenus qui pourraient être questionnables, discutables, et c'est pourtant des choses qu'on trouve en bibliothèque, pas seulement ici, mais aussi ailleurs, dans d'autres bibliothèques en développement de collection. Alors, dans le développement de collection, dans une bibliothèque, ce à quoi on donne accès, c'est évidemment à différents points de vue, et c'est une chose qui est fondamentale et qui doit faire partie, je pense, de la discussion qu'on a quand on parle des fausses nouvelles. C'est la question de la censure, c'est la question de l'accès à l'information, ce à quoi on donne accès. Et je pense que le droit à l'information, à la libre expression des idées, des opinions, et des opinions qui, parfois, ne font pas nécessairement partie de ce qu'on voudrait diffuser, parce qu'on pourrait ne pas être d'accord avec ce qui est là. Donc, en bibliothèque, ce qu'on a aussi, quand on a des documents comme ça, on donne accès à autre chose, et c'est ce qu'on voit ici. Et donc, dans les bibliothèques, on essaie de trouver cette pluralité de points de vue qu'on a et qui questionnent certaines des choses, comme on voit ici. Oui, on a réel dans la bibliothèque, mais on a aussi des choses qui questionnent réel, qui questionnent. Et c'est d'autant plus important ce que je dis là. Pourquoi? Parce que voulant donner le plus large accès aux citoyens à l'information, on doit les accompagner. C'est exactement ce dont on parle quand on parle d'éducation aux médias. Donc, accompagner le citoyen pour qu'il fasse son choix et qu'il fasse son opinion. Donc, je vais vous présenter dans ce qui suit assez rapidement ce qui est fait dans beaucoup de bibliothèques universitaires, bibliothèques publiques. Donc, des choses, par exemple, à la Bibliothèque publique d'information, ils se donnent des ateliers qui s'appellent Info Intox, où on équipe les citoyens à mieux évaluer l'information. Ça se fait aussi, Bibliothèque et Archives Canada a fait un colloque qui est semblable à celui qu'on a aujourd'hui, justement, qui a été fait à la Bibliothèque publique de London, en Ontario. Donc, c'est des choses en diffusion de l'information, de programmation qui est fait pour sensibiliser les citoyens à cette problématique des fausses nouvelles. Dans les bibliothèques publiques, il y a des classes qui se donnent. How to spot fake news online, c'est fait celle-là par la Free Library of Philadelphia. On a aussi au Québec, à la Bibliothèque publique de Rivière-du-Loup, ils ont fait une activité où on invitait les jeunes à s'improviser journalistes et à inventer de toutes pièces une fausse nouvelle, et encore là, pour donner leur information sur comment on produit les fausses nouvelles et comment les contrer, donc pour avoir cette sensibilité encore là à l'information et comment on peut détecter ces fausses informations. Un jeu vidéo qui a été produit par la Bibliothèque universitaire Pierre et Marie Curie, qui est vraiment beau. Si vous allez voir justement sur YouTube un peu le trailer de ça, c'est très, très bien fait, c'est très ludique et ça s'adresse aux étudiants au niveau universitaire, bien sûr, mais la façon dont on le fait de façon très ludique est un outil vraiment important dans la lutte aux fausses nouvelles et à diffuser de soutenir la pensée critique auprès des étudiants. Le CRAP Test qui a été développé par la Merriam Library en Californie aussi, qui est repris par beaucoup de bibliothèques, qui donnent vraiment les critères de base pour s'assurer que les sources sont les bonnes, l'actualité, la pertinence, l'autorité, l'exactitude, l'objet. C'est ce qu'on fait. C'est des critères vraiment de base. Ici, à Jean de Brébeuf, on a vu, ils ont un site web où ils donnent de l'information sur les fausses nouvelles et essaient d'équiper les étudiants pour détecter les fausses nouvelles et leur donner l'information de base là-dessus. La Bibliothèque de Champlain fait la même chose. La Toronto Public Library aussi.
Au Michigan, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait par dossier. Ils vont plus largement avec ces dossiers où on montre non seulement des critères pour choisir l'information la plus fiable, mais aussi comment se fabriquent les fausses nouvelles. On parle du contexte, on parle de la manipulation. Donc, c'est encore là des outils qu'on a mis à la disposition des étudiants de l'université. Bon, je vais passer assez rapidement là-dessus en sensibilisation. Il y en a un que je trouve intéressant, que j'ai vu dans des bibliothèques scolaires, le Before you use, en fait, les médias sociaux. Avant d'utiliser les médias sociaux, pensez-y. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bienveillant? Et pensez-y avant de le faire. Donc, ça, c'est des outils qui sont utilisés dans les bibliothèques scolaires. Et l'IFLA a diffusé ce qu'on voit à la gauche de l'écran, comment repérer les fake news. C'est traduit ça en plus de 30 langues, cette affiche qui peut être utilisée partout dans le monde et sur le site web de l'IFLA, qui est la principale association internationale de bibliothèques qui soutient les bibliothèques dans toutes sortes de créneaux et de mandats. Cet outil-là peut être diffusé. Il y a tout un site web avec des outils qui aident les bibliothèques à faire des programmes autour de cette affichette qui donne les critères de base et des moyens pour aller au-delà des fake news. Et ce qu'on voit ici à côté, bon, j'aime bien à la fin, évidemment, bibliothécaire de profession. Quand le doute vous assaille, ben, consultez votre bibliothèque ou votre bibliothécaire. Celle-ci aussi, je la trouvais particulièrement savoureuse. C'est une sensibilisation qui a été faite à l'Université de Lorraine en France, évidemment. Les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Tout le monde sait ça, évidemment. Donc, ça permettait de mettre la table pour un atelier sur les fausses nouvelles. Voilà, donc à BANQ aussi, j'ai une chose que je voulais vous dire, c'est peut-être quelque chose qui va vous intéresser, on ose l'espérer, puisque vous êtes ici ce matin. Cette semaine, on a mis en ligne une veille sur les fausses nouvelles. Donc, on peut s'abonner à cet outil qui est maintenant disponible à l'adresse qui apparaît là à propos des fausses nouvelles à BANQ. Donc, c'est possible de s'abonner. Vous allez recevoir un bulletin 2 ou 3 fois par semaine qui recense ce qui s'est publié sur les fausses nouvelles dans les médias. Donc, c'est quand même un outil intéressant pour ceux qui veulent suivre l'actualité. À BANQ aussi, on a un portail, sur notre portail, une section sur comment repérer les fausses nouvelles. Et une chose très importante, et je vais l'amener un petit peu plus loin dans la présentation, c'est cette volonté des bibliothèques et des bibliothécaires de participer au contenu fiable sur Internet. Et on le fait ici, par exemple, avec les mardis, c'est Wiki, jeudi, c'est Wiki à Québec, là, qui s'inspire qui utilise des sources archivistiques, entre autres, et la campagne LibRef, qui est une façon d'amener du contenu dans les réseaux sociaux, dont Wikipédia. Et ça, je pense que pour une des façons de contrer les fausses nouvelles, c'est aussi d'en avoir de l'information fiable sur Internet. Et là, les bibliothécaires embarquent et lèvent la main et disent « Nous sommes là », et c'est ce qu'on fait avec Mardi, c'est Wiki. Et non pas seulement que les bibliothécaires qui le font, évidemment, c'est important, mais on montre aux citoyens comment le faire aussi et comment bien le faire en utilisant des sources qui sont validées, entre autres des sources qu'on trouve ici dans les collections patrimoniales. À BANQ, c'est ce qu'on fait aussi, et ça se fait dans toutes les bibliothèques. Quand on a, dans le contexte de la référence, des questions, ben, on accompagne l'usager et on lui montre ce qu'on fait, non seulement ce qu'on fait, mais on lui donne aussi des outils et certaines informations sur comment repérer les sites qui pourraient être problématiques ou comment mieux évaluer l'information. Ça se fait de façon plus individuelle, mais c'est quelque chose qui est quand même important, qui est fait de façon courante à BANQ et ailleurs. Et on le fait aussi chez les jeunes, à l'Espace Jeune, en utilisant justement l'information qui est donnée par Abilo Média sur le site web de l'Espace Jeune. Donc, ça fait un peu le tour de ce qui se fait dans les bibliothèques. C'est un peu rapide, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font du côté des bibliothèques pour contrer la problématique des fausses nouvelles, donc des outils, des programmes, des activités qui se font.
Quelques défis qu'on a dans les bibliothèques là-dessus, c'est cette valeur de neutralité, d'impartialité qui nous colle assez fortement à la peau. C'est ce qu'on voit ici dans le code d'éthique de l'IFLA, où on dit nommément que les bibliothécaires sont tenus à la neutralité et à l'impartialité. Et ça, c'est une chose qui est de plus en plus questionnée dans la bibliothèque, parce que si on veut être engagé dans nos communautés, si on veut lever la main et dire un instant, il y a des choses qui vont pas bien. Oui, on a une approche qui se veut impartiale et objective, mais on devrait la questionner parce que, bon, l'est-elle vraiment? Ça, c'est une question qu'on pourrait aborder aujourd'hui. Et de plus en plus, ce qu'on voit, le « Proud to be a Radical Militant Librarian », on voit ça de plus en plus dans le domaine des bibliothèques. On dit aux bibliothécaires, engagez-vous, levez la main et donnez votre opinion sur des sujets qui sont au cœur de ce qu'on défend dans la bibliothèque. Mais encore là, on est soumis à cette neutralité, impartialité qui est peut-être questionnée. Donc, un autre défi qu'on a particulièrement au Québec, c'est le nombre de bibliothécaires. On voudrait bien lever la main plus fortement et dire oui, on veut soutenir les efforts. On le voit en Ontario, un bibliothécaire est plus par 10 000 habitants. En Colombie-Britannique, c'est 1 et plus encore. Mais au Québec, c'est presque la moitié, entre autres dans les bibliothèques scolaires. Ça, c'est un enjeu vraiment important si on veut amener cette notion de compétence informationnelle qui se fait beaucoup dans les bibliothèques scolaires, universitaires, les bibliothèques collégiales, partout. Ça prend des bibliothécaires, ça prend des gens qui le font, avec les enseignants, bien sûr, mais c'est souvent dans les bibliothèques que ça se passe, tout ça. Donc, c'est un défi. Le coût, l'accès à l'information, c'est un enjeu de taille. Pourquoi? Parce que de plus en plus dans les bibliothèques, et l'exemple qu'on montre ici, c'est évidemment dans les bibliothèques universitaires, le coût de l'information explose, entre autres dans les revues scientifiques. Donc, si on veut se servir d'outils qui ont été validés, souvent des articles scientifiques validés par les pairs, c'est de moins en moins accessible dans les bibliothèques. Et l'information est de moins en moins pérenne dans les bibliothèques. Pourquoi? Parce qu'on est en mode de plus en plus, le modèle d'affaires d'accès à l'information numérique, c'est un modèle où on a des abonnements. Aussitôt qu'on arrête l'abonnement, on perd le contenu. Donc, si on veut valider dans le temps une information qui s'est produite, un fait qui est arrivé il y a 5 ans, dans des journaux, dans des revues, aller vérifier des sources, il se pourrait que si la bibliothèque n'est plus abonnée à ces revues-là, l'information n'est plus disponible. Et ça, c'est un enjeu, je pense, assez important dans le temps, et d'où l'importance d'avoir l'information pérenne dans les bibliothèques. Des opportunités, récemment un sondage qui montrait que les bibliothèques ont une très grande crédibilité, et on avait même vu des grandes lignes où il disait que les bibliothécaires étaient plus crédibles que les journalistes. On pourrait toujours parler de ça ce matin, si vous voulez. Mais quand même, c'était important. On l'a vu à BANQ, on a fait un sondage l'année dernière, et la deuxième attribut qui revenait quand on demandait aux gens qu'est-ce que vous pensez de BANQ comme institution, la deuxième chose qui venait, à part d'être utile, c'était d'être crédible. Donc, je pense qu'on peut asseoir ce qu'on fait dans le domaine des fausses nouvelles sur cette crédibilité qu'ont les bibliothèques. Et en terminant, quelques opportunités. Bien sûr, faire valoir l'expertise des bibliothèques auprès des citoyens. Leurs bibliothèques, il y en a partout. Il n'y a peut-être pas des bibliothécaires partout, mais il y a des bibliothèques partout sur le territoire. Donc, c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut s'appuyer dans l'éducation aux médias. Des partenariats, on ne peut pas faire tout ça tout seul. Il y a Mme Pagé hier qui disait effectivement, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on regarde les efforts qui sont faits partout, dans les bibliothèques, dans les médias, dans les universités, avec Abilo Média, dans des associations, mettre nos efforts ensemble pour faire quelque chose qui a plus de portée encore, et de trouver des façons novatrices de le faire. Entre autres, ce que je montre ici, Know Your Vote TO, c'était fait par la Bibliothèque publique de Toronto. Ils ont fait un site dédié à l'élection municipale qui a eu lieu récemment, avec de l'information sur les enjeux, de l'information simple à comprendre pour les gens. Et ça pouvait être traduit avec un traducteur automatique en plus de 100 langues, cette information-là qui venait de la bibliothèque. Voilà, comme bibliothécaire, on est là et on soutient ces efforts-là. Merci. À vous tous d'avoir respecté quand même le temps, mais on est malheureusement pas mal en retard. On va prendre quand même quelques questions, je vois que les gens ne se bousculent pas encore au micro, mais il y a beaucoup de choses. Je voyais beaucoup de ponts, dans le fond, entre les différentes interventions. Peut-être juste pour rebondir sur
l'importance des bibliothèques, je crois que les bibliothèques, la fréquentation des bibliothèques est généralement en hausse. Et il faut saluer, je pense particulièrement les efforts de BANQ et de la Grande Bibliothèque pour briser les barrières culturelles dans l'utilisation des bibliothèques qui sont traditionnellement, comme les musées, davantage utilisées par les gens les familles plus scolarisées, plus favorisées. Et je pense qu'il y a des efforts et des réussites qui méritent d'être soulignés dans ce sens-là. Si je peux me permettre de poser une question à l'ensemble du panel, on a parlé, et je pense que c'est la nature du sujet qu'on a devant nous, beaucoup des messages et de la recherche des messages d'information et de l'évaluation des sources par les usagers. Mais on sait beaucoup, en tout cas en recherche en communication, depuis les débuts de la recherche, qu'une bonne partie de l'acquisition et de l'acquisition de connaissances, d'informations, la construction du sens, se fait par l'échange, se fait par l'interaction entre personnes. Et évidemment, dans l'environnement numérique, on pense aux échanges beaucoup sur les médias sociaux, dans les forums, dans les espaces de discussion, et on s'inquiète beaucoup de la qualité de ces échanges-là, de certaines tendances à l'intimidation, au trolling, au harcèlement. Particulièrement, les jeunes, bien sûr, sont particulièrement vulnérables à ça, et certainement les femmes font l'objet de harcèlement et d'intimidation en ligne énormément, entre autres quand elles interviennent pour dénoncer des inexactitudes ou pour réfuter des informations. L'autorité même, I think I'm going to say it directly in English because I'm speaking to you, the idea that women can speak out and debunk fake news, that they can assert a voice of truth and authority in the online sphere, they are often the target of bullying and harassment for that. And I would like to hear all of you on possible solutions to these problems, which are huge. But I think with your different expertise, we can certainly find some areas to think about this. So maybe Sharon first. Hello. Thank you very much. What I intended to do with the work when I set out was to create a platform whereby all of us can begin to think about what roles gender play in the dissemination and consumption of fake news. And what I meant by that is sometimes we fail to find out who are the disseminators or the producers of this fake news. Are they more of men than women? Who are the consumers? Are they more of women than men? In Africa, what we find is that the men do more with media production on every sphere. I see members of this panel, we've been talking so much about the new media, the social media, the internet facilities. I tell you there are still areas in Africa that we call switched off states. They still do not have sufficient access to internet. So somehow we still find our conventional media trying to survive within the system. But of course, the conventional media are not just surviving, they are also trying to survive on the internet, and all the information that we get there. So we need to find out who. And so that brings us to the question of who. Who is behind this information that is being shared? Now, when we talk about that, we find out that because women don't have sufficient access to production of news, both at conventional and at the social platform, they get whatever is given to them. And a lot of times we have found issues of bullying, like she mentioned. We've also found instances where there are certain information that they share and they put fear appeal behind it. I recalled speaking with Colette yesterday about a particular WhatsApp message I got, and they were trying to say that if I don't share this, I am going to be inflicted with cancer, and they put a long list of bad things that will happen if I don't share it. And I just imagined that, okay, I am
maybe knowledgeable enough to know that this is just some kind of, but how many people will know? So we find that kind of thing travel around as our communities in Africa. They just say, I don't want to fall sick, so let me just push it out. You know, without necessarily knowing if somebody is making money, if somebody is making a name, you know, from all of these. So these are issues that are very fundamental for Africa. Then when we are talking about critical thinking, we can't talk about critical thinking outside some set of skills, you know, like Dr. Frastres said. There are certain skills that we must have before we can begin to say that we are thinking critically. There are background information that you must have. Let's just take it straight from the 5 W's and H. Who is doing what? Where, when, why, how? We need to find out. And if you don't have specific information about those things, you are not able to relate them or connect them to what you read or what you see or what is being shared, as the case may be. So I think talking about critical thinking, we've all been talking about it. We need to go back to the key players when it comes to media education. You know, we need to find out how the academia, for example, is involved in validating narratives with credible sources. That's very important. We need to find out what non-state actors will be doing, especially in the face of media ownership that is going to political actors, as the case may be. What are the civil society organizations and the community-based organizations doing in this regard? Don't forget that they also must have the background information and the tools that they need to be able to determine what is fake news and what is not fake news. Now, talking about women being able to withstand or resist this, it is only a few women who have been exposed to some of these tools that we are talking about that get by it. And that is why we are trying to work it out to see that more women become media creators. Because once that happens, it's easier, you know, to be able to reach other women, especially at the grassroots. As much as I buy the idea of dealing with the young people, bringing them up, doing media education to them, I must say that the grassroots, and especially women, they are very key to this media education issue. They have ways of, you know, relating and connecting with the young people. And once they understand how it goes and they have the skills, you know, to do so, it is easier to be able to. So it won't just be a duty of the schools doing media education, institutions, organizations doing media education. It then becomes something that begins from the home, you know, from, I think I should just stop there. That's an excellent point. Matthew. Well, I think the points that you raised really show again the importance of considering misinformation in the broader context of media and digital literacy and digital citizenship. So, I mean, as I mentioned, when we're using network media, everything has an ethical dimension. And we have to consider that. We have to teach young people to consider that as they're developing ethically and morally. But also, we need to teach them, as part of digital citizenship and digital literacy, the power that they have to change things. So we know from our own research that most young people don't understand the business models of the platforms that they use. They use Snapchat, they use Instagram, they use Google and YouTube, but generally they don't understand how these companies make money from their use of them. And that's absolutely critical, because it is as consumers that we have the most influence. One of what you might call the original sin of the modern internet is the advertising business model. The fact that most of the money comes from advertising directly or indirectly. It's either directly for advertising or it's gathering and selling data to further advertising, to make it more accurate. But the good thing about that is that it gives consumers a great deal of power. The nice thing about the advertising model is that it means that the advertisers are the weak point. And when we have seen changes, when we've seen platforms make changes, when they've gotten rid of inappropriate content, as often as not, it's because of pressure that was applied to them from the advertisers, and the advertisers did that because they got pressure from consumers. But we also have to recognize as well that, once again, these networks that we're in are communities.
And so we have the power to influence the norms of those communities. Research has shown that the values of a community, the perceived values of a community, are not necessarily the values of the majority. They're the values of the noisiest 10% of that community. And so if you're in a space where the noisiest 10% is saying it's okay to harass women, then that's going to be the value of that community. But that also means it doesn't take that many people to change the values of a community. And we need to teach young people and everybody that they have that power, and that power is also a responsibility, because when we're in a community that has negative values like that and we're not speaking out, we are failing in our responsibility to make a community and a world that is welcoming to everybody. Je voudrais repartir du point de départ de votre question, cette idée que la façon dont les gens font sens des médias, de l'information, etc., vient dans l'échange, vient dans l'interaction dans la communauté. C'est effectivement quelque chose qu'on sait depuis longtemps en information et communication, même de façon même plus profonde, et pour faire le lien avec cette idée de regard critique, d'esprit critique vis-à-vis des médias, c'est quelque chose que l'on sait depuis longtemps en psychologie cognitive, en psychologie génétique aussi. Hein, cette idée que les fonctions cognitives les plus élaborées de l'être humain, celles qui lui permettent de surveiller ses propres processus de pensée, de les mettre en question, d'avoir une espèce de dialogue intérieur qui permet effectivement de questionner ce que l'on voit, ce que l'on sait, ce que l'on fait, ce sont des choses que l'on apprend d'abord dans la discussion, d'abord dans l'échange avec d'autres êtres humains, et donc d'abord dans un échange social, avant d'être quelque chose qui devient quelque chose d'internalisé. Donc c'est quelque chose qui est effectivement central à considérer. Je pense que par rapport à cette question-là, il y a certainement plusieurs éléments de réponse. Plusieurs ont déjà été évoqués, mais en repartant de ce que j'ai dit dans mon exposé, je pense qu'une première chose, c'est que les questions d'éducation média ou de littératie médiatique peuvent échapper à une caractérisation purement individuelle. C'est-à-dire on peut considérer qu'un collectif soit compétent médiatiquement. Et que dans l'interaction, il y ait une compétence à porter un regard critique sur l'information qui puisse émerger, et que cette dynamique de construction compétente d'un regard critique, on l'exploite d'abord, par exemple, dans un groupe classe, dans un contexte scolaire, en espérant qu'elle soit progressivement internalisée, pour reprendre le mécanisme cognitif que je décrivais à l'instant. C'est une première chose. Une deuxième chose, je pense que c'est la clé, c'est de sortir d'éducation à l'information aux médias qui seraient des éducations par sous-secteur en silo, par exemple l'éducation aux fausses nouvelles, pour embrasser toute la diversité et la complexité de l'éducation aux médias. Et ce, à au moins deux titres. D'une part, dans la façon dont on peut traiter des questions liées aux fausses nouvelles, on a peut-être trop souvent tendance à placer l'usager des médias en tant que récepteur, et en tant que récepteur uniquement. C'est-à-dire quelqu'un qui va recevoir des nouvelles qu'il va devoir pouvoir évaluer, critiquer et remettre en perspective. Et à le placer quelque part dans une position de récepteur victime potentiel. D'autre part, et c'est un tout autre type de facteur, les réponses qui peuvent être apportées à la question des fausses nouvelles ont peut-être tendance à se limiter trop à la question seule des fausses nouvelles, sans replacer l'enjeu dans la question de l'usage responsable, créatif, critique des médias contemporains, et pas uniquement des médias d'actualité susceptibles de les tromper quand ils sont sur leur profil Facebook ou sur les réseaux sociaux. Donc, d'une part, ça appelle, je pense, à un élargissement de la considération de la position d'usager, non pas uniquement comme récepteur, mais aussi comme producteur de nouvelles, comme producteur d'informations. Je pense qu'on a été plusieurs à le rappeler ici aujourd'hui. Dans le monde qui est le nôtre, tout le monde est en position de produire et de relayer de l'information. Et si le type de questions critiques que l'on applique aux nouvelles que l'on reçoit, on est capable de les appliquer aux nouvelles que l'on produit ou que l'on diffuse, et avec toute la dimension éthique que Mathieu rappelait à l'instant, si on parvient à former les jeunes à faire ce genre de choses à la fois en tant que récepteur et en tant que producteur, on forme effectivement des usagers des médias qui seront éthiquement responsables des citoyens numériques de demain. Mais ça, de nouveau, ça ne passe pas, et sans vouloir du tout critiquer l'ensemble des initiatives qui ont été évoquées ou montrées depuis le début de la conférence
aujourd'hui et hier, mais ça passe par autre chose que des séances d'intervention d'une demi-journée en classe. Ça passe par un programme d'éducation aux médias qui soit ancré dans les programmes scolaires de façon profonde sur 5, 10 ou 15 ans d'éducation, et pas juste sur de petites emplâtres sur des jambes de bois où pendant une journée ou une demi-journée, on va, avec un marque-page ou avec une séquence vidéo, essayer d'éduquer les gens à la critique de l'information en l'espace d'une journée ou d'une demi-journée. Voilà. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est très important d'avoir cette approche un peu plus structurée dans ce qu'on fait, un peu plus formelle, justement, dans les écoles notamment, et je pense que c'est une des clés. Pour revenir à la question qui était effectivement le côté hostile qu'on peut voir parfois dans les médias sociaux, je pense qu'il faut aussi voir à créer ces espaces qui sont... et on l'avait nommé comme ça dans les bibliothèques, dans un congrès où je suis allée cet été, où on parlait des bibliothèques comme un sanctuaire. Donc, un endroit où on peut aller, un endroit qui est sécuritaire, un endroit qui est autant virtuel que physique, où on peut avoir des interactions qui sont un peu différentes que ce qu'on voit là. Parce que ce qui me frappe dans ce qu'on dit, c'est qu'on voit souvent, comme vous le mentionnez il y a quelques instants, que c'est un peu comme si tout le monde était individuellement interpellé, alors qu'on a des communautés. Il y a des communautés partout, dans les quartiers, dans les écoles, dans les bibliothèques, dans les universités, il y en a. Et je pense qu'il faut créer ces lieux où les gens ne sont pas seuls face à ça. Et les outiller, c'est une chose, mais de créer ces endroits, comme je le disais, autant physiques que virtuels, ces lieux d'appropriation de l'information, de le faire ensemble, je pense que c'est aussi important pour développer ses compétences. Et c'est souvent comme ça que les gens échangent des choses en s'en parlant, en n'étant pas seuls. Quand ils reçoivent une information, par exemple, qui est questionnable, ben, ils ont des gens autour pour en parler. Et je pense qu'il faut créer ces lieux, et c'est ce qu'on fait en bonne partie dans les bibliothèques, où on était justement en mode un peu plus avant, on donnait l'accès à l'information. L'information, comme on disait, vient de partout maintenant. Donc, ça ne vient pas d'une source fiable, comme c'était peut-être le cas auparavant. Mais, donc, il faut équiper les gens, mais il faut aussi, nous, se transformer et accompagner toutes ces personnes qui sont individuellement interpellées, mais aussi collectivement interpellées. Donc, de créer ces lieux, je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on puisse faire aussi. Je suis désolée, nous avons débordé de 30 minutes déjà notre horaire. Je vais vous inviter à vous adresser pendant la pause à nos conférenciers, à leur poser directement votre question ou à leur faire votre commentaire. Donc, on va prendre une courte pause et on se retrouve donc dans les salles d'atelier dans une dizaine de minutes. Oui, 10 minutes. Merci beaucoup.